Très volontiers. Après, vous m'apprendre l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. Soit, il y a 5 voyelles. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Ma foi, oui, que cela est beau. Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. I. C'est la vraie. Vive la science. Et la voix O se forme en revoyant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O. Il n'y a rien de bleu juste. C'est la A admirable. L'ouverture de la bouche fait juste comme un petit rond qui représente un O. Vous avez raison. La belle chose que de savoir quelque chose. Et la voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approcher aussi l'une de l'autre sans les joindre. Tout à fait. U. Il n'y a rien de plus belle. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où vient que si vous le voyez faire quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que C'est la vraie. Que ne je te dis plutôt pour savoir tout cela. Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a deux choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute, la consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Oui, les belles choses. Et F en appuyant les dents par les lèvres. Fa. Fa. C'est la vérité. Ma mère et mon père que je vous en vous. Et l'air se prononce en donnant du bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte que l'air fait une manière de tremblement. Ra. Cela est vrai. La vilaine que vous êtes et que j'ai perdu de temps. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Il faut que je vous fasse une confession. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidiez à écrire quelque chose dans un billet que je vais laisser tomber à ses pieds. Fort bien. C'est là, c'est un gars-là, oui. sans doute sont ceux des vers que vous voulez écrire. Non, pas de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne lis prose ni vers. Il faut que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Pour la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que de la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou le vers? Non, monsieur. Tout ce qui n'est pas prose est vers. Et tout ce qui n'est pas vers est prose. Et quoi on en parle? Qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et mon bonnet de nuit, c'est de la prose.
Oui, messieurs. Par ma foi, il y a plus de 40 ans, quand j'ai dit de la prose, sauf que j'en sais rien. Merci et bravo à eux. Merci. J'avais envie de démarrer cette soirée en vous présentant un tout petit bout, une partie émergée de l'iceberg, du travail qu'on mène toute l'année, qui est une des missions de théâtre public, qui est d'aller vers les publics les plus diversifiés, les plus larges. Et voilà, cet atelier a été mené par Elsa Droguet et Léa Toto, qui vont venir en dire quelques mots, mais par beaucoup d'autres permanents, intermittents qui travaillent avec nous sur cet atelier. Donc vous venez de voir et d'entendre Ton micro, ce sera mieux. et d'entendre les élèves non francophones du collège des Récollets, où est intervenue Elsa Adroguer avec leur professeur, qu'on remercie ici, Clarisse Pajot. Cette année, avec Karine Romer et Léa Toto, nous avons voulu travailler avec des jeunes gens scolarisés pour la première fois en France. Nous avons rencontré des jeunes du monde entier et nous avons donné et saisi les occasions de parler, de dire plus fort, d'articuler simplement des phrases d'ici avec des accents d'ailleurs. Nous voulions partager avec eux la langue française, celle de Molière, la nôtre. Et quoi de mieux, en tout cas c'est cela que nous savons faire, que d'apprendre à donner de la voix, à faire résonner dans le corps des mots, des phrases. Voilà. Bravo. Et des ateliers de pratique artistique, le centre dramatique en réalise depuis toujours dans des collèges, des lycées, des centres de formation, de réinsertion, d'apprentissage, à l'université en UEO, au DAU, en UP2A, en FLE, dans des CESAD, des ITEP, dans des villes, des campagnes, des réfectoires, des CDI, des salles de classe. Ils sont menés par des comédiennes, Karine Romer, Juliette, Olga, Miguel, Hélène, Jeanne, Alicia, des comédiens, Édouard, Michael, Quentin, Théophile, Anthony, Vanessa, les animateurs, Alain et Daniel Ferré, moi-même, avec quelques relations avec le public, Antoine, Claire, Marie-Hélène, Camille, avec les professeurs, les formateurs, les éducateurs. Et c'est grâce à toutes ces personnes et à toutes ces compagnies qui travaillent en sourdine et dans l'ombre qu'il y a chaque jour un atelier de théâtre quelque part dans la région. Alors, comme vous l'avez remarqué, cette année, c'est rêver. Vous avez joué, oser. Cette année, c'est rêver. Ces slogans, en fait, sont une manière de marquer la saison, de donner un élan, de donner une couleur, et évidemment donner du sens aussi. C'est pas par hasard qu'on choisit ces mots-là. Rêver, évidemment,
on l'oppose en général à la réalité. Le rêve, la réalité. Le rêve, on parle de doux rêveur avec une connotation un peu péjorative. La réalité, c'est au contraire le sérieux, le rationnel, le logique, des catégories bien rassurantes, bien binaires, le blanc ou le noir, le bon ou le mauvais, le français ou l'étranger, le en marche ou l'immobile. Mais évidemment, on sait tous que c'est pas si simple et que le ou est beaucoup moins important et beaucoup moins juste que le et. Et on sait tous que nos rêves sont notre réalité fantôme, notre part la plus obscure et la plus lumineuse. Le rêve, c'est ce qui permet d'augmenter la réalité, comme on dit maintenant. Mais ça veut dire, augmenter la réalité, ça veut dire aussi la possibilité de la contredire, de la déborder, de la transformer, de l'élargir. Les rêves et les cauchemars qu'on fait tous, c'est ce qui nous permet aussi de dépasser le juste et l'injuste, le moral et l'immoral, ce qui nous permet de nous aventurer dans des zones auxquelles on n'aurait jamais pensé, et donc d'accepter le mystère qui nous constitue et les promesses qui nous fécondent et nous permettent de devenir autre chose que ce à quoi on pouvait penser être prédéterminé et collé dans une petite case. Alors évidemment, l'art en général et le théâtre en particulier sont les endroits où le réel et l'imaginaire sont sans cesse en confrontation. Le théâtre en particulier, donc, c'est cet endroit où tout d'un coup on se met dans une salle, on coupe les portables, on essaye de ne pas regarder sa montre, et c'est là où du coup peut apparaître justement ce qu'on n'a pas encore pensé, ce qu'on n'a pas encore entendu, ce qu'on n'a pas encore ressenti, ce qu'on n'a pas encore... quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Donc en fait, pour moi, rêver, ça n'est pas fuir le réel, mais c'est l'embrasser dans toute sa complexité. Une autre petite chose dont je voulais vous parler ce soir, rapidement, mais je voulais en parler parce que c'est important, c'est que cette année, les 40 centres dramatiques nationaux, maintenant il n'y a plus que des centres dramatiques nationaux, dont le centre dramatique de Tours depuis peu, donc ces centres dramatiques fêtent les 70 ans de la décentralisation théâtrale. C'est un grand mot, c'est encore des grands mots, mais la décentralisation théâtrale, c'est très concret. C'est après-guerre, une femme qui s'appelait Jeanne Laurent, qui, en tant que politique, a pris la responsabilité de diffuser l'art et la culture partout sur le territoire. Jusque-là, le théâtre en particulier était cantonné à Paris, dans quelques établissements qu'on connaît tous, et la province, on l'appelait comme ça, était un désert. Elle a dit, il faut que l'art et la culture soient un service public au même titre que le gaz, l'électricité ou l'eau. Et donc de faire en sorte qu'il y ait des lieux, des foyers de culture et d'art qui se créent un peu partout. Je dis ça parce que l'après-guerre, c'était quoi? C'était une période d'instabilité, on reconstruisait quelque chose, on ne savait pas où on allait, et il y a eu ce courage, cet engagement politique qui a été de créer ces différents centres. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais par contre, on se rend compte, quand on voyage un petit peu en Europe ou dans le monde, à quel point la France est un pays envié par la plupart à ce niveau-là, au niveau culturel et artistique. Donc voilà, c'était juste pour resituer un petit peu c'est pourquoi les 70 ans de cette décentralisation et pourquoi on l'a faite. Et puis pour vous dire que cette mission qu'on a, parce que c'est une mission, vous l'avez vu tout à l'heure, on l'embrasse avec plaisir, exigence, et que c'est le travail de toute l'équipe du Théâtre Olympia, ceux que vous voyez, ceux que vous ne voyez pas, mais qui toute l'année
se battent pour essayer d'être à la hauteur de ce qui a été créé il y a 70 ans, qui doit évoluer. On est en train de beaucoup en parler entre directeurs. On sait que les choses doivent bouger, qu'il y a des notions plus spécifiques, comme par exemple la parité, comme par exemple la diversité de la représentation de ce qu'on voit sur les plateaux, qui sont des choses sur lesquelles on est en train de se positionner. Mais voilà, ça existe, c'est bien, et il faut que ça continue. Est-ce qu'il y a une transition musicale ? Merci. Du coup, là, on va rentrer dans le vif du sujet, la saison. Et la saison démarre dès le 19 septembre, c'est-à-dire ça démarre tôt, par le marchand de Venise, entre parenthèses, Business in Venice, vous allez comprendre pourquoi, d'après Shakespeare, que je mettrai en scène, et je vais appeler le précieux Vanessa Eganfomala, qui est mon dramaturge et mon collaborateur vraiment précieux, et qui va d'abord vous dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est le marchand de Venise, de quoi ça parle. Yes, hello, good evening. So, Business in Venice, why you will ask? Because this is not the play by Shakespeare. Ce n'est pas exactement la pièce de Shakespeare qu'on va vous présenter, c'est une adaptation que je suis en train d'écrire avec toute l'équipe, et puis qu'on va commencer à répéter à partir de lundi avec beaucoup d'impatience. Alors peut-être, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas cette pièce, vous la décrire en quelques mots. C'est l'histoire d'une société dans laquelle, en apparence, tout va bien. Tous les gens sont sympas, les gens font beaucoup la fête, les gens ont beaucoup d'argent, on parle vaguement de crise, mais en apparence, ça va assez bien, hein. Un peu comme à Tours, mais en mieux. Et puis, comme quand même, il y a des gens qui ont un peu moins d'argent, il faut aller chercher un petit peu des sous. En particulier, ce jeune homme, hein, qui a besoin de grandir dans la société, et puis qui va essayer d'aller emprunter de l'argent pour séduire une riche héritière auprès d'un de ses amis qui est marchand. Et en fait, ce marchand doit lui-même emprunter de l'argent, car il est à sec pour le moment, auprès de quelqu'un d'autre, d'un personnage qui s'appelle Shylock. Et ce personnage, Shylock, qui se trouve être juif, va accepter de lui donner cet argent. Sauf qu'il va mettre en place cette contrepartie un petit peu étrange. Si il n'est pas remboursé à temps, il exigera de son débiteur une livre de chair. Et pourquoi pas une livre de chair prise à même le corps, et pourquoi pas du côté du cœur. Et à la faveur de quelques tensions sociales qui, du fait de la crise économique, ressurgissent, ce fameux débiteur se retrouve bien embêté. Et je vais laisser Jacques expliquer un petit peu comment il est rentré à l'intérieur de ce projet. Oui, je vais juste dire, parce que la première question qu'on se pose, nous, mais j'imagine vous aussi, c'est pourquoi ? Pourquoi le marchand de Venise ? Pourquoi on décide maintenant de monter cette pièce écrite il y a 4 siècles ? Alors là, je vais revenir un petit peu sur les questions de réel et de rêve. Parce que la pièce parle très précisément de ces deux domaines, réel, mais le réel dans ce qu'il a de plus prosaïque, de plus brutal, et même de plus violent, et le rêve dans ce qu'il a justement de plus illusoire, de plus mensonger même parfois. Et entre ces deux pôles, il y a une chose qui existait déjà au XVIIe siècle et qui existe encore maintenant, et je pense pour longtemps, qui est une chose qui s'appelle l'argent. L'argent, avec tout ce que ça comporte de très concret, mais aussi de symbolique. L'argent qui est un lubrifiant des rapports économiques, des rapports sociaux, mais parfois aussi des rapports amoureux, sans parler des rapports sexuels. Et cet argent, en fait, il fait l'objet, et on le voit tel que le raconte Vanessa, il fait l'objet de contrats. On décide, on signe des reconnaissances de dettes, par exemple. On signe sur un registre de mariage. Donc le contrat, c'est ce qui nous lie. Et ce contrat, depuis le Moyen-Âge, qui avant ça était
était tenu par une justice divine, les contrats, depuis au moins Shakespeare, sont des choses qui sont des règles qu'on s'est fixées, c'est des règles humaines, avec ce que ça comporte de faillible, de remise en cause possible. Ces règles humaines, elles sont dépositaires d'un ordre à la fois moral et symbolique, mais qui peut lui-même être porteur de beaucoup de strates qui se sont constituées au fil des années ou au fil des siècles, de rancœurs enfouies, voire de haine sourde, qui ne demandent qu'à s'exprimer et qu'à ressurgir. Et là, en l'occurrence, effectivement, ce Marchand de Venise, il est question de deux communautés, les Juifs et les chrétiens. Donc, très précisément dans cette pièce, il y a d'un côté de l'humiliation, une souffrance ancestrale, je dirais même de toujours, qui s'oppose à une bonne conscience, une bien-pensance, un entre-soi confortable des chrétiens. Et évidemment, ça coince. La question juive est importante, évidemment. C'est une question qui revient chaque fois que cette pièce est montée. Il y a toujours des gens pour dire cette pièce est une pièce antisémite. Shakespeare était antisémite. Mais ils ont raison. Et ils ont raison pour une part. Mais ceux qui disent l'inverse ont raison aussi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu la pièce et quand j'ai commencé à m'y pencher de plus près, je me suis rendu compte que le génie de Shakespeare, peut-être antisémite à l'époque, qui était une autre époque, néanmoins a eu le talent de décrire le monde chrétien d'une manière si lucide, si profonde, que vraiment les chrétiens n'ont rien à prouver à la communauté juive. Alors, ceci dit, monter cette pièce maintenant, ça pose la question effectivement de l'épaisseur du temps, parce que évidemment depuis Shakespeare il s'est passé des choses qu'on sait tous au siècle dernier, et évidemment que l'Holocauste a transformé, a enflammé, a rendu cette question encore plus aiguë, encore plus importante, encore plus polémique. Elle a fait, évidemment, on ne peut plus parler comme on parlait avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, mais néanmoins, malheureusement, cet antisémitisme est quelque chose qui a muté, qui s'est déplacé, qui s'est logé dans d'autres petits endroits, qui ne demandent qu'à ressortir. Et je pense que c'est important, à travers cette pièce, d'essayer de voir où on en est maintenant par rapport à cette question. Alors, une chose qui n'était pas prévue au départ, mais parfois les circonstances nous repoussent, les contraintes nous repoussent. Je dis souvent que la mise en scène, en fait, c'est un art où on est sans cesse confronté à des obstacles et que ces obstacles nous permettent de trouver d'autres solutions auxquelles on n'aurait pas pensé s'il n'y avait pas eu ces obstacles. Là, en l'occurrence, il y a eu quelques obstacles, quelques difficultés de distribution qui m'ont amené à me dire que peut-être, et même probablement, maintenant j'en suis sûr, enfin en tout cas il faut que j'en sois sûr parce que c'est trop tard, que j'allais jouer Shylock. Donc, je parlais de cette pièce polémique pour aller au plus vite, et puis on pourra en reparler quand vous verrez la pièce, mais je me suis dit que le regard extérieur que je porterais comme metteur en scène allait prendre une autre valeur si j'étais aussi sur le plateau, au cœur de cette histoire, dans l'œil du cyclone. Voilà. Et du coup, je vais repasser la parole à Vanessa qui va vous parler un petit peu de, justement, comment on fait muter cette pièce aujourd'hui. Juste en fait, ça va être un tout petit mot. Avec Shakespeare, on a une chance incroyable, contrairement aux Anglais, c'est qu'on est obligé de le traduire pour le monter. Donc en fait, on a toujours la chance de se poser la question de l'actualité du texte, de comment est-ce qu'on peut le faire résonner avec notre époque contemporaine. Alors, pour être tout à fait franc, quand on a abordé le projet, je me disais, ouais, Shakespeare, c'est quand même très très vieux, etc. Quand Jacques m'a proposé de travailler sur une réécriture, je dis, non, on va vraiment virer beaucoup de choses à l'intérieur du texte. Et en fait, on se rend compte que la pièce a quand même justement énormément de choses qui restent incroyablement virulentes. Donc, ce que vous verrez, c'est vraiment... Tout est parti d'une traduction du texte de Shakespeare où on a cherché quand même à éliminer
tout ce qui justement nous servait à nous dire, oui, à l'époque, les gens étaient tellement antisémites, oui, d'ailleurs jusqu'en 1945, non, on a cherché vraiment à exclure tout ce qui nous permettait de nous rassurer en nous disant, mais finalement, nous on est différents, nous on est, entre guillemets, des gentils. Donc voilà, on essaye, comme le disait Jacques, de se situer vraiment au cœur de l'œil du cyclone, de dialoguer avec Shakespeare, de voir justement ce qui, dans son texte, reste incroyablement vivace, puisque l'autre chance qu'on a, c'est pas seulement qu'il faut traduire Shakespeare, c'est que Shakespeare ne dit justement jamais, ne prend jamais position, il n'y a jamais de texte à côté pour dire oui, alors ce que j'ai voulu dire dans Le Marchand de Venise, en fait, Shakespeare, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il pense, c'est comme une injonction de réfléchir nous, pour essayer de nous positionner nous sur ce qu'on a envie de faire dire à cette pièce, et donc c'est ce à quoi on va s'atteler dès lundi pour vous livrer cette pièce qu'on espère brûlante. À partir du 19 septembre. Et polémique, chaque année je dis ça, que le théâtre doit être polémique, mais là vous aurez une bonne occasion, je crois. Et donc ce sera du 19 septembre au 6 octobre. Je vais vous parler du second spectacle de la saison, en l'occurrence La Pomme dans le Noir, sur un texte de Clarice Lispector, dans une mise en scène de Marie-Christine Somma. Je ne sais pas si vous connaissez Clarice Lispector. Alors je me sens moins seul parce que moi je ne la connaissais pas non plus. Mais elle fait partie de ces auteurs, donc c'est l'une des plus grandes romancières brésiliennes du XXe siècle, et c'est quelqu'un dont la lecture change le rapport au monde, très profondément. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, ça se situerait quelque part entre Franz Kafka d'un côté et puis Virginia Woolf de l'autre. C'est quelqu'un dont l'écriture ne va pas essentiellement consister à raconter une histoire, même si, je vous rassure, il y en a une à l'intérieur du spectacle, mais c'est plutôt par le biais de l'écriture réinventer son rapport au réel. Essayez de vous imaginer justement dans le noir, on touche une pomme et à l'intérieur de cette expérience, on cherche à recomposer depuis cette expérience infime, recomposer son rapport au monde. Eh bien, c'est un peu ce travail de correspondance entre le plus infime et le plus immense que Marie-Christine Somma s'attelle à composer depuis maintenant de nombreuses années. C'est quelqu'un qui vient au théâtre depuis justement une expérience d'abord plastique, puisque sa première pratique du plateau, c'est celle d'éclairagiste. Donc elle éclaire beaucoup de spectacles de danse, elle éclaire aussi des spectacles de théâtre, ceux de Stormayer, ceux de Jacques également. Et c'est quelqu'un comme ça qui travaille sur la correspondance entre l'infime et le très grand, et sur comment des choses incroyablement sensibles peuvent être en même temps incroyablement puissantes. Alors je vous disais qu'il y avait une histoire quand même dans ce spectacle. Effectivement, tout part justement d'une espèce de micro-société, 3 individus coupés du monde, qui, depuis ce petit point infime, vont chercher à réfléchir sur leur place à l'intérieur de cette vaste planète à l'intérieur de laquelle on est. C'est-à-dire que c'est comme une tentative à partir d'une expérience originelle qui est celle d'un crime, puisque le personnage principal a commis un crime, donc il se retrouve reclus de la société, et à partir de ce point de départ, il va essayer de reconstruire son rapport au monde. Ce spectacle, parce que c'est un spectacle qui est porté par l'écriture de Clarice Lispector, promet d'être incroyablement sensible, parce qu'il est porté également par la mise en scène de Marie-Christine, promet d'être pictural, spectaculaire. Elle s'avance dans des références qui relèvent de la photographie, de la peinture, mais aussi du cinéma et du road movie, puisqu'il y a un petit côté road movie à l'intérieur de ce spectacle, sur ce personnage en errance. Et là, le spectacle est en production en ce moment même. Marie-Christine était le mois dernier dans les déserts de l'Espagne pour filmer des images que vous pourrez découvrir donc au mois d'octobre prochain, et ce sera du 17 au 21 octobre pour ce road movie métaphysique. Le spectacle suivant s'appelle Grande. Grande, c'est 2 artistes qui sont à la fois comédiens, circassiens, musiciens. Et quand je dis qu'ils sont à la fois, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment chacune de ces spécificités normalement. C'est une actrice qui s'appelle Vimala Pons, qui commence à faire beaucoup de cinéma d'ailleurs, et qui est assez exceptionnelle. Et
un acteur circassien dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Syriaca arrive, elle. Voilà. Donc ils sont tous les deux sur scène. Là, pour le coup, il n'y a pas d'histoire. Ça tient à la fois de la revue, de la parade, du concert, musical, c'est un côté performance. Il y a des moments... La spécialité de Vimala, c'est le jonglage. Et pour vous dire, donner quelques idées de jonglerie qu'elle peut faire, elle commence par faire un striptease avec un mannequin nu sur la tête, et puis il y a un autre moment aussi où elle jongle avec une machine à laver sur la tête. Bon, alors, tout ça, ça peut paraître anecdotique, mais l'essentiel, c'est que l'ensemble du spectacle, c'est des gens qui réfléchissent un petit peu, c'est de faire un spectacle fait de bribes de ce qui leur semble important, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau du cirque, dans le registre du cirque, au niveau des mots. Et donc c'est un spectacle à trous, volontairement à trous, de manière à ce que dans leur histoire, et c'est une histoire, même si je parle là de numéros qui sont burlesques, il y a beaucoup de burlesques, c'est une histoire très intime, c'est leur rapport aux objets, leur rapport au monde à travers les objets, leur rapport à justement ce monde qui est saturé d'histoire, et il nous laisse sans cesse la place de nous glisser dans ces trous pour nous raconter nos propres histoires. C'est toujours ce que je préfère au théâtre, moi. Donc voilà, c'est vraiment une perception très personnelle, mais non exhaustive, de leur monde. Et c'est un spectacle qui se jouera du 14 au 18 novembre. Le Chœur des Anges, pour accueillir Bérangère Ventusson, notre artiste associé, qui va nous parler de son spectacle Les Aveugles. Oui. Et alors bonsoir. Alors vous parlez des aveugles, c'est assez émouvant pour moi parce que c'est une pièce que j'ai montée il y a longtemps, qui a été une pièce assez déterminante. Il y a des pièces dans les parcours des metteurs en scène qui sont importantes et celle-là en est une. C'est une pièce que j'ai créée en 2008 et je suis très très heureuse de la reprendre et de retraverser ce spectacle. C'est une pièce d'un auteur qui s'appelle Maurice Maeterlinck, je pense que la plupart des gens le connaissent, qui est un des chefs de file du théâtre symboliste à la fin du 19e, début du 20e. C'est un auteur qui a écrit beaucoup de textes parallèles à sa production théâtrale et dans certains des textes, il disait qu'il serait sans doute intéressant de chasser l'acteur de la scène et de le remplacer par des androïdes, c'est-à-dire des figures qui auraient l'apparence de la vie sans avoir la vie. C'était la grande époque des figures de cire, du musée Grévin, etc. C'était vraiment très, très à la mode à ce moment-là, et lui était complètement fasciné par ces présences. Alors forcément, pour moi qui travaille, comme certains peut-être le savent, puisque ce sera le 3e spectacle qu'on va présenter ici, pour mon plus grand plaisir, je travaille donc avec des marionnettes qui ont la particularité d'être très très réalistes, donc la porte était grande ouverte pour essayer d'aller au bout du fantasme de l'auteur et se dire on va le faire, on va chasser l'acteur de la scène, en tout cas on va essayer, on va voir que en fait c'est pas possible, et puis convoquer ces personnages androïdes. Donc on a construit patiemment pendant 6 mois 13 personnages, 6 hommes, 6 femmes et puis le prêtre, pour monter cette pièce de Maeterlinck. Je ne peux pas vraiment vous raconter une histoire, parce qu'il n'y a pas réellement d'histoire, il y a une situation qui est la suivante, un groupe de vieillards aveugles qui est emmené dans la forêt par le prêtre de leur hospice. Et puis ils sont assis sur des pierres, et puis il n'y a plus de nouvelles du prêtre. Donc ils commencent à se demander où est passé le prêtre, ils commencent à être un petit peu inquiets de leur sort. Et le spectateur, qui lui est l'unique témoin voyant de la scène, sait qu'en réalité le prêtre est mort. Il est juste au milieu d'eux, mais il est mort. Donc pendant toute la pièce, ils vont cheminer vers la découverte du prêtre et parler
parler comme sans doute ils ne se sont jamais parlé. Et c'est une belle question que pose Maeterlinck. Si on extrait la figure de Dieu, représentée là par le prêtre, comment est-ce qu'on est les uns avec les autres et que voyons-nous et à quoi sommes-nous aveugles à nous-mêmes? En quoi sommes-nous aveugles à nous-mêmes? C'est une pièce qui se présente comme un long poème qu'on a vraiment traité d'une manière à créer une sorte d'expérience théâtrale plus qu'un spectacle. C'est-à-dire mon objectif, c'était vraiment de plonger les spectateurs dans la forêt avec ces gens et donc avec ces marionnettes. Et puis évidemment leur perception, donc ils ne voient pas, ils ne savent plus si c'est midi, minuit, où est-ce qu'ils sont près du lac. Donc le moindre son devient inquiétant ou rassurant, et puis ils commencent à avoir la sensation qu'il y a des présences autour d'eux. Et c'est là aussi que ça m'a beaucoup plu de travailler sur cette pièce, c'est que du coup les marionnettistes, parce que qui dit marionnette dit forcément marionnettiste, sont ces présences qui rôdent, parfois bienveillantes, parfois inquiétantes, autour de ce groupe d'aveugles. Ben voilà, non, voilà. Donc c'est un dispositif qui va nous obliger à changer aussi un petit peu la salle pour vraiment qu'on soit bien proche de ces personnages, donc très réalistes, ces vieillards qu'on a pris grand soin à construire et à faire jouer dans cette pièce de Maeterlinck. Et puis je voudrais juste aussi dire un mot sur Personne. Puisque être associé, c'est une grande chance, c'est aussi la chance de pouvoir partager des expériences diverses. Donc maintenant, depuis 15 ans que je dirige la compagnie 3630, des marionnettes qu'on a créées pour les différents spectacles que j'ai mis en scène, il y en a un peu plus d'une vingtaine, et j'ai eu envie de les utiliser autrement en créant une installation qui s'appelle donc Personne, parce qu'il y a personne et qu'en même temps c'est des personnes. Donc il y en a des très grandes, des marionnettes qui mesurent 2,20 m, il y en a des petites, il y a des adolescents, il y a des vieillards. Et cette installation va être présentée à l'Hôtel Gouin, juste après les aveugles. Elle va rester pendant plusieurs semaines, donc on peut la visiter et voir ces personnages dans des décors, des lumières, je ne vous en dis pas plus, il faut garder la surprise. Et je dis un mot sur Azel Rideau aussi, ou vous voulez ou ça parler trop. Non, il y a un autre travail qui va se faire au château de Azel Rideau avec les monuments nationaux, et dans le cadre d'un programme qui s'appelle Monuments en mouvement, où la règle du jeu c'est un artiste, un monument, une création. Donc en réutilisant les marionnettes de l'Institut Benjamin Ta, on va créer une forme spécialement faite et pensée pour l'espace du château, qui s'appelle Au soir des grands dîners, j'observais le luxe avec grand plaisir, qui est une adaptation d'un texte de Robert Balzer avec les acteurs de l'Institut Benjamin Ta que certains ont peut-être vu. Donc c'est une soirée un peu exceptionnelle. À Azel Rideau en mai. J'ai tout dit. Et du coup, non, tu peux peut-être aussi dire un mot de ce que tu fais avec l'Hectare, parce que c'est vrai que Bérangère, du coup, est très présente aussi sur la région. Oui, en partenariat avec l'Hectare, on va aussi présenter l'Institut Benjamin Ta. Il y a beaucoup de choses qui se font en triangle, comme ça, entre le CDN, l'Hectare Vendôme et puis la compagnie, puisque l'Hectare a aussi une particularité d'être une scène qui défend la marionnette contemporaine. Donc il y a plusieurs projets, y compris un projet qui va tourner dans les lycées. Enfin, moi, je vais être bien présente, hein, j'espère que ça vous fait plaisir. Merci. Merci. La pomme dans le noir, les aveugles, Dark Circus. Petite thématique qui commence à se dessiner et ça n'est pas terminé. Oui, car Dark Circus, ce sera notre première proposition de spectacle jeune public de la saison. Et pour un spectacle jeune public, ça démarre plutôt de manière dark, hein, comme le titre l'indique. C'est un spectacle qui parle d'un cirque qui justement est vraiment relève du domaine de l'enfance. Hein. Je pense qu'on a tous des souvenirs lointains de clowns effrayants,
Donc, pour le dire autrement, c'est un univers extrêmement ambivalent, le cirque, avec sa part de magie et puis sa part d'angoisse. Et le cirque que la compagnie Stéréoptique met en scène dans ce spectacle, c'est, pour commencer, le pire cirque du monde. Tout s'y passe très très mal. Mais évidemment, cette obscurité est la condition pour que la lumière et la couleur reviennent. Donc, si la magie n'est pas forcément dans le cirque dont il est question à l'intérieur de ce spectacle, la magie, elle est très très présente sur le plateau. Pourquoi ? Parce que cette compagnie a comme caractéristique, sous vos yeux émerveillés, de créer des dessins animés en live. C'est-à-dire que sur le plateau, vous avez une espèce de capharnaüm invraisemblable, où on voit ces deux artistes dessiner et faire de la musique en même temps, de manière extrêmement coordonnée, extrêmement virtuose, pendant que ce qu'ils filment sur le plateau en manipulant les caméras se transforme en un dessin animé que vous pourrez voir sur les écrans. C'est donc un spectacle tout public en réalité, qui est absolument fascinant pour les enfants, totalement virtuose aussi pour les adultes, qui est porteur d'un message dont on aura bien besoin, puisque c'est le message de l'optimisme et du fait qu'on peut échapper à la grisaille, et on en aura d'autant plus besoin que ce spectacle, donc notre première proposition jeune public de la saison, se jouera au plus noir de l'année, au mois de décembre. Ce sera notre dernière proposition de 2017. Ça se jouera du 13 au 21 décembre, et à ce moment-là, on dira au revoir à 2017 pour accueillir la nouvelle année.
Si notre fin d'année à nous est aussi douce et suave que nous la promettent, ça va être bien. Fin d'année veut dire dîner en ville. C'est le premier spectacle du début 2018. Je ne peux pas m'empêcher avant de parler du dîner en ville, de redire 2 petits mots sur Grande et sur Dark Circus, parce que ces 2 spectacles, c'est pas le cas de la plupart des spectacles qu'on accueille la saison prochaine, mais c'est 2 spectacles qui existent déjà, donc qu'on a vus, et les 2, qu'on a vus tous les 2 dans un théâtre qui fait des choses formidables à Paris, qui s'appelle le Montfort. Quand j'ai vu Grande, par exemple, les gens étaient debout à la fin de la représentation, et Dark Circus, c'est un spectacle d'une compagnie régionale et qui fait le tour du monde depuis 2 ans, et ils pourraient jouer encore pendant 10 ans, mais ils ont décidé de faire d'autres choses. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ceux-là, on les a vus, et on est sûr que ça va être bien. Le reste... Bon, je passe au dîner en ville, donc, qui est un spectacle qui n'est pas encore créé, donc qu'on n'a pas vu, mais dont je suis sûr qu'il sera bien. Dîner en ville, c'est un texte de Christine Angot. Et c'est une mise en scène de Richard Brunel, qui est le directeur de la Comédie de Valence, et qui s'attaque ensemble à ce code social qu'est le dîner en ville, avec tout ce qu'il comporte effectivement de rituels, de vernis, et évidemment, connaissant un petit peu Christine Angot, on peut imaginer comment elle peut gratter ce vernis pour voir dessous qu'est-ce qui se trame dans ces dîners en ville, quels sont ces enjeux de pouvoir, de ces coulisses où se décident beaucoup de choses sans qu'on ne le sache officiellement, et aussi, et je pense que c'est une des choses sur lesquelles elle va particulièrement travailler, c'est la question de, dans ces dîners en ville, il y a toujours aussi des rapports de pouvoir entre celui qui parle bien, celui qui n'ose pas parler, celui dont on sait qui il est, celui dont qu'on ne sait pas d'où il vient. Et voilà, c'est toute cette question-là des rapports sociaux autour de ces tables, bien organisées, avec des repas bien préparés, et qui cachent des choses beaucoup plus saignantes que le roast beef qui est dans l'assiette. Alors, ce spectacle, il est interprété par, entre autres, une comédienne qui est aussi réalisatrice, qui s'appelle Emmanuelle Berco, que vous connaissez probablement, qui a fait un certain nombre de films formidables, qui était comédienne, qui a réalisé plusieurs films, qui revient sur le plateau. Et voilà, moi personnellement, j'ai hâte de la voir, parce que c'est une très grande actrice. Et d'un autre acteur aussi assez étonnant, qui s'appelle William Ladillam. Ça se jouera du 9 au 13 janvier. C'est tout? On va la refaire. Je crois qu'on va la refaire. C'est vraiment tout? Voilà, il fallait cette musique pour nous rassurer un petit peu, car oui, je vais vous parler des Bacchantes d'Euripide. Une tragédie qui a plus de 2500 ans. Ça fait un peu peur. Mais dans le fond, ça n'est jamais que l'histoire d'une partouze qui finit mal dans la montagne. Cela dit, il y a question justement de ce rapport assez étrange, ce moment où on va dépasser la limite. Pourquoi ? Parce que cette pièce, évidemment, est une pièce qui
pose la question de la société, encore une fois, et puis de l'exceptionnel, de la norme et du débordement. Je parle un petit peu vulgairement de cette histoire, mais ce dont il est question dans cette pièce, c'est d'une société, en l'occurrence d'une société de femmes, qui est frappée de démence parce que le dieu, Dionysos, n'a pas été honoré comme il se doit dans la ville de Thèbes dont il est originaire. C'est donc une pièce qui, depuis très longtemps, pose plusieurs questions qui sont cruciales et qui résonnent terriblement avec notre actualité. La question du rapport au divin, la question de la folie et la question de la place de la femme et de la manière dont on peut confiner aussi la femme à l'intérieur d'une certaine folie par le biais d'écritures comme celle d'Euripide. Le petit twist, le gros twist de cette mise en scène, de ce spectacle, c'est qu'il sera mis en scène par une jeune femme, Sarah Yorka, qui s'initie sa deuxième mise en scène avec sa compagnie du hasard objectif. Et cette jeune femme, elle a toutes les armes pour non seulement appréhender, mais aussi faire tourner la pièce d'Euripide. Pourquoi ? Parce qu'elle est non seulement comédienne, elle a notamment joué avec David Bobé, avec Wajdi Mouawad. Elle est également évidemment metteuse en scène, mais elle est aussi musicienne. Et ce dont il est question dans La Folie des Bacchantes, ça n'est pas seulement la folie divine, c'est aussi la transe qu'inspire la musique. Et en tant que musicienne, elle sera vraiment à même, je pense, de tous nous emporter à l'intérieur de cette vibration, de cette transe qui nous fait accéder justement à peut-être plus, encore une fois, que juste le rationnel, mais le domaine du rêve et peut-être même du divin. Pour cette expérience qui promet d'être assez proche de la transe, je vous donne rendez-vous au mois de janvier, ça se jouera du 23 au 27. Stadium. Bonsoir Jacques, Vanessa et François, toute l'équipe du Théo, bonsoir à tous à Tours. J'espère que ça va, que c'est pas trop long pour l'instant. C'est insupportable dans les présentations de saison. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible, enfin le plus bref. Stadium. Voilà, Stadium, je vous dis d'emblée, c'est mon meilleur spectacle. Donc je pourrais presque m'arrêter là et vous devriez cocher dans votre abonnement de saison Stadium pour ne pas le rater. Parce que c'est le seul spectacle en France où il y a une friterie sur scène et on peut manger des frites et boire de la bière pendant le spectacle. Ça vaut le déplacement. Après, accessoirement, je peux vous parler de Kevin qui sera le fil conducteur de ce spectacle. Kevin, c'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant à Lens. Et d'ailleurs, je vous dis, vous appelez tous Kevin ici. On me dit, oui, c'est un peu comme Mohamed au Maroc. C'est un marqueur caractéristique du Nord-Pas-de-Calais. Et Kevin, il appartient à la cellule d'éléments de langage. Un peu comme à l'Élysée, à Lens, vous avez une cellule d'éléments de langage qui fournit des insultes. Et donc ils font des brainstorming, des réunions pour trouver l'insulte qui tue, la meilleure insulte qui va pouvoir humilier l'adversaire. Et Kevin me dit, moi, il y a eu un déclencheur dans ma passion, c'est mon père. Parce qu'on allait souvent au stade avec mon père, et c'est vrai, surtout pour insulter les gens. Et je me souviens d'un match en 98, où là, l'arbitre avait perdu sa mère la veille du match. Il me dit, on était un peu emmerdés parce qu'on n'allait quand même pas le traiter de fils de pute, comme d'habitude. Et ça, au bout de 8 minutes de jeu, l'arbitre, il a refusé un but. Et du coup, Kevin me dit, mon père, il a eu une idée géniale de le traiter de orphelin de pute. Orphelin de pute. Voilà, ça c'est Kevin. Et Kevin, je lui dis, c'est pas trop compliqué de s'appeler Kevin. Il me dit, non, ça va, après, ça dépend dans quel niveau tu évolues. Et puis il me dit par rapport à mes parents, il me dit, tu vois, mon père s'appelle JR, comme dans Dallas. Ma soeur s'appelle Sue Hélène, ma cousine s'appelle Brenda, comme dans Beverly Hills, et mon frère s'appelle Steve, comme Steve Austin apparemment, à cause de l'homme qui valait les 3 milliards. Et donc ça va, je suis plutôt reconnaissant envers mes parents pour m'avoir donné un prénom issu d'une série américaine. Il me dit, alors après, Kevin, ça dépend où t'es, parce que au Stade Bollard, t'es comme un poisson dans l'eau. Mais au théâtre, t'es un peu comme un réfugié syrien à la préfecture de Calais. C'est pas évident. Voilà, donc c'est Kevin que vous allez retrouver avec la fanfare du RC Lens, toute l'équipe des Pom Pom Girls et une 60aine de personnes sur scène
de Yvette, 85 ans, à Yanis, qui a 7 ans. Voilà, ils sont supporters, donc c'est un moment assez festif et assez rare, donc j'aurais plaisir à vous y retrouver dès le 6-7 juillet en avant-première. Et puis sinon, au mois de février, pour ceux qui seraient en retard. Mais tardez pas parce que ça va être complet. Donc maintenant, vous cochez. Allez, bonne soirée à tous. Mohamed El Khatib, donc, qui est le second artiste associé avec Bérangère, qu'on reconnaît bien à son humour caustique, qui est quelqu'un qui est tout le temps dans les bordures, voire dans le borderline, qui travaille tout le temps à la frontière de vraiment du réel. Là, en l'occurrence, c'est des vrais supporters de Lens avec lesquels il a travaillé pendant 2 ans. Ça pourrait glisser dans de la télé-réalité, mais c'est quelqu'un qui a une réelle profondeur, intelligence, qui lui permet de se balader comme ça sur les franges du totalement politiquement incorrect, mais avec une idée très précise de ce qu'il fait, de pourquoi il le fait, de comment il le fait. Ce stadium, effectivement, je crois que c'est un grand moment. Le principe déjà est assez étonnant. C'est en gros mettre, parce qu'il paraît que les supporters du club de Lens sont les meilleurs supporters des clubs de foot de France et du monde. Donc l'idée, c'est de mettre les meilleurs supporters du club de Lens sur le plateau face aux meilleurs spectateurs du théâtre français. Voilà. Juste une dernière chose à propos de Mohamed, c'est étonnant parce qu'il est presque plus fier des critiques qu'il a dans le journal L'Équipe que dans le journal Libération. Alors, le Stadium, donc, comme il disait, 6-7 juillet en avant-première ici, et 1er et 2 février à l'Espace Malraux, qui est notre partenaire pour la 2e fois, après le spectacle de Joël Pommerac qu'on a accueilli au mois de juin. Voilà. 1er, 2 février. Ah bah, Pavillon Noir. C'est le dernier spectacle de la saison avec dark ou noir dans le titre. C'est déjà un bon point pour ce spectacle. Ce spectacle, des bons points, il y en a beaucoup d'autres. D'abord, c'est un spectacle qui est porté par le collectif Osso, que certains d'entre vous ont peut-être découvert lors de la première édition du WET, puisqu'ils signaient le spectacle d'ouverture qui s'appelait Timon Titus. Donc là, c'est leur nouveau spectacle, qui n'est pas encore créé là encore. C'est une création qu'on a beaucoup de plaisir à accompagner et à accueillir. Donc ce spectacle, Pavillon Noir. Osso, le nom de ce collectif, c'est l'anagramme en fait de « On s'organise ». Pourquoi ? Parce que cette troupe d'acteurs, 6 acteurs, ce qu'ils cherchent à interroger, c'est de manière très politique l'organisation du travail. Et comment est-ce qu'on peut échapper à certaines hiérarchies ? Comment est-ce qu'on peut échapper à, comme ça, des formes d'injonction qui nous viennent d'en haut ? Essayer de réorganiser les choses depuis la base. Autrement dit, ce qu'ils cherchent à faire, c'est un peu de la piraterie de théâtre. Et justement, le thème qu'ils se sont proposés sur ce spectacle, c'est le thème du pavillon noir, du pavillon des pirates. La question de base, c'est le pirate, on en a tous une image un peu d'épinal, avec sa jambe de bois, son perroquet sur l'épaule, ses boucles d'oreilles et puis ses cheveux longs. Mais à côté de ça, le pirate a évidemment évolué et ce qu'il nous reste aujourd'hui au XXIe siècle des pirates, c'est soit, je dirais, le côté un peu resquilleur du pirate, soit à l'inverse, ces gens qui font de l'illégalité de leur activité sur le désir d'une société plus juste et d'une société peut-être plus égalitaire. Pour porter ce projet, ils se sont adjoints la compagnie et l'aide d'autres pirates du théâtre, en l'occurrence le collectif Traverse, donc qui est un collectif d'auteurs, 6 auteurs qui ont cette particularité d'être tous acteurs de formation et de revendiquer en fait un fonctionnement de troupe d'acteurs. Donc ces 2 troupes se rassemblent sur le plateau
pour porter donc, ce projet qu'on a très hâte de découvrir et qu'on accueillera chez nous au mois de février du 13 au 17. Le Cid de Corneille. Chimène, Rodrigue, l'amour, l'honneur, le dilemme cornélien. Évidemment, on a l'impression de connaître cette œuvre, mais comme toujours, ça fait partie des œuvres. D'abord, en général, on a appris à l'école, en 4e, 3e, et parfois ça remonte à quelques années. Je parle pour moi. Et puis après, évidemment, tout dépend de comment l'œuvre est éclairée, et évidemment, l'enjeu est d'essayer de rentrer dans l'œuvre, encore une fois, d'une manière inhabituelle et pour découvrir d'autres choses. Là, en l'occurrence, c'est un metteur en scène qui s'appelle Yves Bonnen, qui a mis en scène ce spectacle, et qui s'appuie sur le fait que Rodrigue, qu'on présente comme le héros, sans peur et sans reproche, mais en tout cas sans doute, là, est un jeune homme pétri d'hésitation, de doute, qui est au sortir de l'adolescence, qui donc, comme toujours à cet âge-là, on essaye de prouver un peu trop, mais en fait on n'est pas si sûr, donc comme on n'est pas sûr, on fait semblant d'être très sûr. Et en face de lui, Chimène est pareil, une toute jeune femme qui essaye de devenir adulte et qui se confronte, ils se confrontent tous les deux à l'héritage, au poids des lois sociales, des codes familiaux et de leur histoire qu'ils, tragiquement, doivent affronter et auxquelles ils doivent se confronter. Donc voilà, c'est un spectacle qui s'inscrit vraiment dans l'époque dans laquelle il a été écrit, dans le style dans lequel il a été écrit, donc qui travaille sur l'alexandrin avec tout ce que ça peut comporter de sens, mais de son et de musique, qui esthétiquement, au niveau de la scénographie, travaille sur les images du siècle d'or. C'est très beau, c'est très pur, c'est très, on pourrait dire classique, mais c'est parfois très beau aussi, classique. Voilà, et c'est un spectacle qui se jouera du 20 au 24 février. Un petit peu d'exotisme pour présenter Chercher la faute. Chercher la faute, c'est une forme très particulière. C'est un spectacle que j'ai vu il y a 10 ans. C'est une toute petite forme. C'est 4 personnes autour d'une table, et puis les spectateurs sont assis avec ces 4 personnes autour de cette grande table. Donc ça sera sur le plateau, là. Et ça sera pour 60 spectateurs. Et c'est un spectacle que j'avais envie d'accueillir en rebond de 2 spectacles. En rebond du Marchand de Venise, puisque c'est vous allez comprendre pourquoi ensuite, et de La Dispute de Marivaux que j'ai créé l'année dernière. Dans La Dispute, l'enjeu de cette dispute était qui de l'homme ou de la femme a le premier trompé l'autre. Donc c'était à qui la faute. Et là, se chercher la faute s'appuie sur un livre d'une psychanalyste qui s'appelle Marie Balmary, qui s'interroge sur cette faute, mais qui ne s'interroge pas dans l'absolu, et pas seulement comme une psychanalyste qui conjecture et qui part dans... Elle part de la Bible, elle part de la Genèse, et c'est pour ça qu'il y a 4 personnes autour de la table avec des points de vue différents et qui font une exégèse de cette Genèse et qui identifient que dans la Genèse, nulle part, entre Adam et Ève, il n'est question de faute, et donc
s'il n'y a pas eu faute, il n'y a pas eu non plus péché, il n'y a pas eu non plus la honte du péché, il n'y a pas eu la notion de punition de ce péché. Autrement dit, il n'y a pas eu tout ce qui fonde notre société judéo-chrétienne. Donc voilà, c'est un débat théologique, philosophique, psychanalytique, mais c'est un vrai questionnement qui est partagé avec le public, c'est-à-dire que dans un premier temps, les 4 protagonistes discutent, échangent, citent des textes, citent des références, et puis petit à petit la parole est partagée avec les spectateurs qui eux aussi réagissent sur cette question-là qui est quand même un peu cruciale. Et qui, d'ailleurs, on parlait de traduction, d'adaptation de Shakespeare tout à l'heure, pose d'une manière très aiguë la question de la traduction. Mais la traduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'interprétation des textes. Qu'est-ce qui est la part de ce qui a été écrit et quelle est la part de ce qu'on a interprété. C'est un spectacle particulier qui se jouera du 13 au 17 mars, là, sur le plateau. D'un événement particulièrement rafraîchissant, le WET 3. Alors le festival WET, c'est revigorant comme un bain de jouvence, émouvant comme une pluie d'été, joyeux comme un poisson clown, surprenant comme les giboulées de Mars. C'est aussi et peut-être surtout l'occasion de se mettre dans un état proche de l'Ohio, eau. Trêve de jeux de mots aquatiques, soyons un peu concrets. Wet en anglais ça veut dire humide, mouillé, en français ça veut dire week-end, théâtre. Et c'est un festival de 3 jours dédié à ceux qui font le théâtre d'aujourd'hui et qui feront le théâtre de demain. Il y a déjà eu 2 éditions qui nous ont laissé tremper de bonheur, mais qui sont loin de nous avoir lessivés. Alors pour cette 3e édition, on vous donnera rendez-vous autour d'une dizaine de propositions choisies avec beaucoup de soin et beaucoup d'amour par les JTRC et la direction. Spectacle que vous pourrez retrouver à travers toute la ville de Tours et même au-delà, de cette salle du Théo jusqu'à la Pléiade à la Riche, en passant par le Petit Faucheux et la salle Thélème. Naïades, tritons et sirènes, vous êtes tous invités à venir nager avec nous dans les eaux délicieuses et surprenantes de la créativité, de l'audace et de l'inédit. La programmation sera révélée le 30 janvier et le festival se déroulera du 23 au 25 mars. D'ici là, par cette canicule, préparons-nous et, à l'instar de Jacques Vincey, mouillons-nous!
plaisir à inviter Séverine Chavrier à nous parler du spectacle suivant dont elle signe la mise en scène et dans lequel elle joue également. Nous sommes revenus par Juste une petite chose, moi je suis très content que Séverine Chavrier soit là ce soir. Séverine, elle vient d'arriver à Orléans depuis le mois de janvier, au Centre dramatique d'Orléans. Et c'est d'abord une artiste que j'admire. Et puis maintenant, en plus, c'est quelqu'un qui est à côté. C'est pas très loin, Orléans. Et donc voilà, je suis content que tu sois là ce soir parce que je pense que c'est le début d'une collaboration fructueuse. Voilà, bonsoir, moi de même. Je suis doublement honorée d'être programmée dans la saison et invitée à parler de ce spectacle qui me tient très à cœur, que j'ai créé l'année dernière au théâtre de Villy-Lausanne, un théâtre au bord de l'eau, pour rester dans le thème, et que j'ai joué à l'Odéon en mai dernier, et qui n'est pas un dîner en ville, mais un repas de famille, qui a donc aussi sa grande violence. Ce sont en fait deux sœurs et un frère qu'elles sont allées chercher à l'asile de fous à Steinhof, près de Vienne, et qu'elles veulent absolument ramener dans l'enclos de cette famille où elles vivent seules dans la maison de leurs parents. Et lui continue à essayer de leur expliquer qu'il se sent moins dans la névrose dans cet asile qu'au sein de sa propre famille. Bernhardt est un écrivain qui est très virulent, qui a été très important pour nous dire en permanence que notre Europe continue à être hantée par des tentations fascisantes et que donc le ventre est toujours fécond. Et donc dans ce repas qui va se faire sur un sol de vaisselle cassée, comme si le repas était déjà la répétition d'autres disputes et d'autres violences, je voulais qu'il soit interrompu par ces fantômes qui ont fait l'histoire de l'Europe, puisque tu parlais de fantômes aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce garçon est aussi censé être le philosophe autrichien Wittgenstein. Et chacun autour de cette table, en fait, comme dans les familles, tient un rôle et a du mal à s'en défaire. Donc c'est aussi une mise en regard du théâtre que Bernhardt fait. Et ces trois-là, qui sont d'une famille aristocrate autrichienne, se retrouvent tout seuls. Elles ont voulu conjuguer les domestiques, et en fait ils sont un peu comme en survie tous les trois. Ils n'arrivent rien à faire, et ce repas en fait n'arrive presque pas à se faire. Et donc il y a tout un luxe de vaisselle, tout un luxe d'une maison qui tombe un peu en désuétude et dont elles ne savent pas comment redonner vie à cet héritage. Et le sol est entièrement recouvert de disques vinyles, comme si on pouvait comme ça prendre à n'importe quel moment du spectacle un disque et mettre Wagner. Voilà, et c'est une sorte de travail sur la fratrie et sur ces trois-là qui vont rester finalement enfermés dans cette culture qui à la fois nous réjouit et en même temps peut nous écraser. Voilà, et je joue un peu mon propre rôle entre le piano, le lit, voilà. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que le théâtre de Bernhardt est souvent monté avec des acteurs assez âgés. Et c'était important pour moi de redonner aussi le burlesque de ce théâtre, enfin un théâtre en fait d'énergie et de burlesque vraiment, parce que Bernhardt allait beaucoup au théâtre, et de le faire jouer par des gens de mon âge, et c'est tout aussi violent de les imaginer dans 20 ans, toujours à la même place. Voilà. Dans des petits lits en fer, dans une misère en fait affective et intellectuelle assez grande. Voilà. Merci. On a parlé de Christine Angot tout à l'heure, on accueille un texte sur le dîner en ville, et il y aura à Orléans, tu vas nous dire quand, peut-être En mai, 31 mai et 1er juin. 31 mai, 1er juin, un autre texte de Christine Angot qui s'appelle Un amour impossible. C'est joué à l'Odéon l'année dernière, mis en scène par Céline Baute, et
qui sera à Orléans, donc c'est pas loin. Voilà, un sorte de parcours Christine Angot qui est Voilà. possible dans la région. Comme premier. On fera un bus. Voilà. Merci beaucoup. La bonne nouvelle, après Dark Circus, le pavillon noir, la bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. En tout cas, le thème du spectacle, c'est des hommes, des femmes d'une quarantaine d'années qui ont tout réussi dans la vie, qui ont une bonne éducation, de bonnes familles, qui ont fait des belles écoles, qui ont fait une belle carrière. Et puis qui à 40 ans se disent, mais au fond, à quoi je crois? C'est quoi ce après quoi je cours? C'est des gens qui ont vraiment cru, sincèrement, mais c'est assez partagé, que le libéralisme engendrerait la richesse, le bien-être, le bonheur, et puis au mi-temps de leur vie, ils se rendent compte que c'est peut-être pas ça en fait. On pourrait dire que un jour ils ont cessé de croire. On a eu, il y a quelques années, au moment de la chute du mur, les communistes repentis, et là on pourrait dire que c'est les libéraux repentants, dont les rêves se sont effondrés. Alors, j'en parle, ça semble un peu sérieux comme ça, mais en fait, la forme qu'a donnée Benoît Lambert à ce spectacle, c'est une espèce de talk-show, d'émission de télé-réalité, de karaoké, où chacun vient parler de sa vie, chacun vient devant la scène menée par un animateur de style de jeu télévisé qui les pousse à parler, qui les pousse à... Et donc, en fait, c'est extrêmement drôle, c'est parfois extrêmement poignant et même émouvant, mais voilà, c'est une forme très vivace, mais qui est un très beau miroir. Alors évidemment, quand on l'a programmé, on s'est dit, c'est un spectacle important, par exemple, pour les gens qui sont en école de commerce maintenant, pour les jeunes gens, non pas pour les faire changer d'avis, hein, mais c'est une réflexion puissante. Benoît Lambert est quelqu'un qui réfléchit bien et profondément, en particulier aux questions politiques. Là, il a travaillé avec quelqu'un qui s'appelle François Bégodeau, donc qui avait fait le scénario, le roman d'abord, puis le scénario de ce film Entre les murs, qui avait été primé à Cannes il y a quelques années. Voilà, c'est des gens qui se posent des bonnes questions, mais qui n'ont pas forcément les réponses d'ailleurs. Ça n'est pas un spectacle binaire. Voilà. Et la dernière chose peut-être, là c'est un peu personnel aussi, dans ce spectacle, le maître de jeu, le maître de cérémonie, c'est un acteur qui s'appelle Christophe Brault, que certains d'entre vous ont probablement vu, parce qu'il a beaucoup joué ici sous la direction de mon prédécesseur, entre autres c'est lui qui faisait Cyrano de Bergerac. Et je dois dire que c'est un peu de sa faute si je suis ici aujourd'hui, parce que quand l'appel d'offres, il y a quelques années, pour postuler au poste de direction de Tours, a été publié, moi je ne connaissais pas ce théâtre. Donc, oui, pourquoi pas, Tours, je ne sais pas. Et lui m'a dit, mais t'es fou, c'est le plus beau théâtre dans lequel j'ai jamais travaillé. Il y a une salle de répétition formidable, c'est une scène comme il en existe rarement. Donc vas-y, j'y suis allé, voilà. Donc c'est du 10 au 14 avril. Je vous propose ce petit moment chorégraphique pour introduire la proposition suivante, qui est notre 4e co-accueil avec le Centre chorégraphique national de Tours. Ces co-accueils qui, chaque année, nous permettent de questionner la porosité entre les genres, entre danse et théâtre. Et donc, on est très heureux de ce partenariat qui nous interroge de part et d'autre. Et on est particulièrement heureux d'accueillir cette proposition cette année, B, parce qu'il y est question justement aussi de confrontation, et là, en l'occurrence, de la confrontation entre le boxeur et le danseur. La question à la base de ce spectacle, c'est qu'est-ce qui sépare et qu'est-ce qui réunit
Ces deux pratiques, en apparence si différentes, l'une sportive, l'autre artistique, et qui en même temps sont rassemblées dans un questionnement commun autour du corps, autour de ses limites, autour parfois de ses violences. C'est un spectacle qui est porté par deux chorégraphes flamands, et on sait à quel point les artistes flamands sont à la pointe de ce questionnement aussi sur l'interdisciplinarité. Donc voilà, ce sera un spectacle qu'on accueillera 2 fois avec beaucoup d'impatience. Un spectacle qui là continue la thématique sportive. Après Stadium, ce coup-ci on sera sur la boxe avec donc B, qui se jouera les 18 et 19 avril. Merci pour présenter le prochain spectacle qui est sur Méliès, un des fondateurs du cinéma. Et donc en 1902, le cinéma était encore muet. C'est lui qui a fait, entre autres, ce film mythique qui s'appelait Le Voyage dans la Lune. Et Martial Di Fonzogo et Élise Vigier. Martial Di Fonzogo, peut-être que certains d'entre vous aussi ont vu un spectacle qu'il avait fait avec Claire Di Terzi qui s'appelait Rosa la Rouge. C'est un metteur en scène qui travaille beaucoup sur les univers absurdes, burlesques. Et là, il travaille sur le voyage dans la Lune, mais il part de la construction de ce film à partir d'archives qui existent, de documents qu'il a retrouvés, pour essayer de raconter comment ce film s'est construit. Il n'existait rien, il n'y avait aucune expérience du cinéma, donc tout naissait en fait des artisans, ça naissait du théâtre à cette époque-là. C'était vraiment les machinistes, qui disaient comment on pourrait faire cet événement magique, comment on pourrait bricoler ça pour que ça donne l'illusion que la fusée est rentrée dans l'œil de la Lune. Vous connaissez tous cette affiche très connue. Voilà, donc c'est un hommage joyeux à ce magicien du cinéma. Et c'est un spectacle tout public, comme on dit, donc depuis les tout petits jusqu'au tout grand. Et ça se joue du 15 au 19 mai. Et nous arrivons au dernier spectacle de la saison, Saïgon, par Caroline Guélain-Guyenne. C'est un spectacle dont on va beaucoup parler dès cet été parce qu'il est programmé au Festival d'Avignon. C'est surtout un spectacle dont on va beaucoup parler parce que c'est un grand spectacle. On a beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion aussi d'accueillir cette 3e proposition de Caroline Guélain-Guyenne, qui a été artiste associée sur les 2 premières saisons du mandat de Jacques. Alors, avec Caroline, on a sillonné à travers Elle brûle, à travers le chagrin, sur un territoire, en fait, le territoire des origines qu'elle cherche depuis le début. Donc, ce spectacle qu'on va accueillir en fin de saison prochaine, c'est l'aboutissement d'un parcours qui est passé par ici et qui a une certaine importance ici aussi. Pourquoi est-ce que ce spectacle est crucial pour Caroline ? Parce qu'il lui permet d'aborder une question qu'elle se pose depuis toujours, qui est la question de ses origines, puisque Caroline est une jeune femme française, d'origine à la fois nord-africaine et indo-chinoise, en l'occurrence vietnamienne, et la question de ces histoires de famille qu'on connaît mal, qu'on cherche à faire ressurgir, on les avait vues dans Elle brûle, on les avait vues également dans Le chagrin, mais la question coloniale n'était pas encore exactement présente, et dans ce spectacle, il y a quelque chose chez Caroline qui était en gestation et qui éclot. Donc on aura vraiment beaucoup d'émotions à accueillir ce spectacle qui en plus parle de la manière dont, en tant que population aussi, nos histoires se croisent, se tissent avec nos points communs là encore, et puis nos différences, nos visages venus d'ailleurs, nos corps venus d'ailleurs. Le point de départ de Caroline, comme souvent, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est des objets, c'est des histoires. Vous vous souvenez peut-être de l'exposition d'objets pour Elle brûle, vous vous souvenez peut-être de cette scénographie encombrée d'objets dans Le chagrin, et bien là, le point de départ qu'elle a choisi, c'est un lieu qu'on fréquente, je pense, tous, le restaurant vietnamien. Dans ce restaurant vietnamien, il y a des gens qui passent, des gens qui possèdent ce commerce, des gens qui l'utilisent pour se nourrir,
Mais en général, on ne prend pas tellement le temps de se raconter nos histoires. Et bien, ce que Caroline Guélan-Guyenne va prendre le temps de faire, c'est justement de déplier les histoires qui se croisent à l'intérieur de cet espace. Et je pense que ça vous donnera envie de parler autrement aux gestionnaires ou aux patrons du restaurant vietnamien que vous affectionnez. Et peut-être qu'il y en a à proximité d'ici. Voilà, donc un spectacle qui brasse en même temps des thématiques extrêmement intimes et puis qui s'annonce aussi comme une grande fresque, parce qu'il ne faut pas moins d'une fresque pour déplier ces fils sur finalement nos héritages et puis notre futur commun. Un spectacle donc autour de la question indo-chinoise, son passé, son présent, son avenir. C'est un spectacle que nous accueillerons donc en fin de saison du 29 mai au 2 juin. Un peu de musique douce pour accueillir François Chaudier. Alors, quelques informations pratiques. D'abord, un grand merci. Vous avez été 36 000 spectateurs à fréquenter les spectacles de la saison dernière, à nous avoir suivis un peu dans la métropole jusqu'à l'espace Malraux à la Pléiade. Un certain nombre également à nous avoir suivis, pas assez nombreux encore sur le festival Ouette, mais vous allez faire mieux l'année prochaine. Cette saison, on vous propose 37 000 fauteuils, donc une programmation un peu plus resserrée sur 16 titres, 16 spectacles. Donc voilà, les places vont peut-être être encore un peu plus difficiles à obtenir. Néanmoins, on va vous proposer donc dès ce soir minuit, pour les abonnés individuels, vous proposez donc les abonnements dès ce soir minuit en ligne. Voilà. Ensuite, pour ceux qui souhaiteraient s'abonner directement ici, ça sera à partir de mardi. Donc ne venez pas à 6h ou 7h ou 8h du matin demain matin, ça sera fermé. On se garde samedi et lundi pour pouvoir accueillir les relais, puisque certains d'entre vous sont abonnés dans le cadre d'un groupe, grâce, je dirais, au travail que font les relais, et ça, je tiens particulièrement à les saluer ce soir, parce qu'ils font un travail d'animation, voilà, et de développement des publics très important. Donc on leur garde, on les accueille demain et lundi de façon prioritaire, et parallèlement, les abonnés individuels, vous pouvez vous abonner en ligne. Voilà. Quelques mots sur les tarifs. Donc certains d'entre vous m'ont déjà fait remarquer, mais ça c'est la partie moins douce, que les tarifs ont un peu augmenté. Simplement, on a augmenté le plein tarif, qui était resté assez bas, donc on l'a augmenté de 3 €, ce qui est quand même... voilà, on a limité l'augmentation du prix des places pour les abonnés à 1 € la place, voilà, que vous soyez en abonnement individuel ou groupe, de façon à pouvoir toujours garder les tarifs les plus accessibles, les plus réduits pour les moins de 30 ans, les étudiants, les jeunes, les enfants également, de façon à ce que vous puissiez venir sur nos propositions de spectacles à voir en famille. Donc vous avez 2 rendez-vous, Dark Circus et le Méliès. Voilà ce que je souhaitais vous dire. N'oubliez pas de venir le 6-7 juillet, mais on a été assez percutant, mais voilà. Là, il y a des places. La billetterie est ouverte simplement depuis 15 jours. Et voilà, abonnez-vous. Si vous prenez ce spectacle, prenez-le de façon prioritaire sur les 2 dates du 6 et 7 juillet. Les 60 amateurs supporters de foot ont besoin de votre soutien parce qu'on fait 2 représentations exceptionnelles. En avant-première du Festival d'automne. Alors, avant d'être confrontés au public parisien, ils avaient besoin, et grâce à notre association, de venir, pas se rôder, mais de venir se confronter à un des meilleurs publics. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié, Jacques. Voilà. Du coup,
peut-être je vais continuer sur les remerciements. Vous avez été remerciés. Moi, je tiens à remercier d'abord nos partenaires publics, parce qu'on est un théâtre public et que sans eux, on n'irait pas loin. Donc, nos partenaires publics, c'est Tours Métropole Val-de-Loire, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Tours Métropole Val-de-Loire, qui est notre principal partenaire, la ville de Tours, qui est très présente avec nous, qui vient, qui est là, c'est important d'être soutenu par la ville de Tours. Le ministère de la Culture, via la DRAC Centre Val-de-Loire, le département, et la région, bien sûr, très important. Voilà, et puis, maintenant je voudrais remercier les gens qui ont participé à cette soirée. Donc, les comédiens, musiciens du JTRC, les musiciens jeunes diplômés de Jazz à Tours, Mathieu Desbordes, batteur et chef d'orchestre et maître d'œuvre de cette soirée musicale, et depuis que je suis arrivé, c'est le maître d'œuvre de la musique et je suis toujours ravi de travailler avec lui. Édouard Bonnet, qui est de l'autre côté de l'écran, qui est acteur, metteur en scène, qui intervient dans les ateliers et qui ce soir nous aide à faire la vidéo. Et puis, last but not least, toute l'équipe de Théâtre Olympia et en particulier Vanessa qui m'aide aussi grandement sur...
avoir un ou quelques verres, comme vous le souhaitez, et à danser, si vous le souhaitez,